Bonjour. Giuseppe Garibaldi est un personnage haut en couleur pour lequel j'ai toujours éprouvé de la sympathie. D'abord parce qu'il s'est dévoué toute sa vie au service d'une grande cause, la liberté, sans jamais s'en détourner. Peut-être aussi parce que j'ai été baptisé dans la même église que lui, au cœur du Vieux-Nice. Mais pas la même année, évidemment. En 2015, je lui ai consacré ce livre. Garibaldi, l'ivresse de la liberté. Un livre dans lequel je raconte sans tabou le héros des deux mondes avec ses vertus remarquables et ses faiblesses légitimes. Et je m'efforce de mieux cerner en lui l'homme trop souvent supplanté par le mythe. Mais à présent, sans plus attendre, si vous le voulez bien, je vous invite à partir à la rencontre du dernier condottiere. Le soleil du petit matin éclaire l'île de Santa Catarina de ses rayons bienfaisants, illuminant un chapelet de petites baies polychromes délicieusement caressées par les frasques du vent. Entourée par l'océan, au reflet de saphir, cette île paradisiaque, aux sables fins immaculés et aux criques tranquilles, semble musarder le long des côtes du Brésil, situées à quelques centaines de mètres seulement. Groupées sur les rochers, sur les collines, dispersées dans les vallées, des arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums s'entremêlent et se dressent fièrement à l'assaut du ciel. Souvent, égarés d'arbre en arbre, des lianes immenses traversent des bras de rivière sur lesquels elles jettent des ponts de fleurs. Quelquefois, au sein de ces massifs, des magnolias élèvent leurs cônes immobiles, surmontés de leurs larges fleurs blanches, et semblent vouloir rivaliser avec les palmiers qui balancent légèrement auprès d'eux leurs éventails de verdure. Des écureuils roux se poursuivent dans l'épaisseur des feuillages et s'amusent dans les branchages. Des perroquets à tête jaune, des pivers empourprés grimpent au haut des cyprès comme pour avoir une vue plus large sur la mer. Des colibris étincellent sur les jasmins et des serpents oiseleurs sifflent suspendus au dôme des bois en s'y balançant comme des lianes. Tout est mouvement et murmure. Froissement d'animaux qui se déplacent, broutent ou broient entre leurs dents les noyaux des fruits. Coups de bec contre les troncs des arbres. Faibles gémissements, doux roucoulements, sourds meuglements. Tout est mouvement et tout semble magique. C'est sans doute la raison pour laquelle cette île, la plus importante d'un archipel de 20 autres, est également appelée île de la magie, Ilha da Magia en portugais. Un petit voilier, qui apparemment n'était pas de première jeunesse et dont le nom se lisait avec peine à la proue, Itapiraca, jetait l'ancre devant l'île en ce premier jour du mois de mai 1840. Visiblement très excité, un homme aux yeux bleus et aux longs cheveux blonds, portant la barbe, blonde également, arpentait la passerelle. Il était âgé d'une trentaine d'années et était vêtu d'une chemise rouge, vêtement destiné à l'origine aux ouvriers des abattoirs argentins, et du poncho écarlate des Indiens d'Amérique du Sud. Il regardait
avec une émotion qui montait lentement comme la lave d'un volcan prêt à entrer en éruption, la côte de cette île pour la liberté de laquelle il allait se battre. Pourtant, Giuseppe Garibaldi, l'homme à la chemise rouge, n'avait pas d'intérêt personnel à ce que Santa Catarina et la province du Rio Grande, qui s'était érigée en république et luttait pour arracher leur indépendance au Brésil, fussent libres. Il n'était en Amérique du Sud que depuis 7 ans. Mais ce n'est pas, ce ne sera jamais l'intérêt personnel ou le profit qui le poussera à agir. En fait, depuis 1833 et sa rencontre à Marseille avec le Parisien Émile Barrault, un disciple passionné de Saint-Simon, Giuseppe Garibaldi vivait dans le culte d'une grande idée. Et cette idée qui l'obsédait et à laquelle il se dévouait corps et âme avait un nom: liberté. On peut même dire qu'il semblait être né pour servir cette grande cause. Mais le déclencheur fut sans doute sa rencontre avec Émile Barrault. Garibaldi est né dans une ville inventée par les fées, comme disait Louis Nucera. Il est né à Nice, le 4 juillet 1807, dans une famille de marins originaires de la région de Gênes, à une époque où les Niçois ne savaient plus très bien s'ils étaient français ou italiens, Napoléon régnant alors sur la France et l'Italie. Le comté de Nice ne deviendra définitivement français qu'en 1860, en même temps d'ailleurs que la Savoie. Il est baptisé le 19 juillet 1807 en l'église Saint-Martin-Saint-Augustin, située dans le quartier du Vieux-Port. Une église très belle, réalisée pendant le dernier tiers du XVIIe siècle, au style baroque, inspiré de l'architecture italienne de l'époque, et que je vous engage vivement à visiter si vous allez à Nice. Mon affection particulière pour celle-ci vient sans doute du fait que, comme Garibaldi, j'ai été baptisé dans cette église, je vous l'ai dit, bien que je sois né à Marseille. Nice était le berceau de la famille du côté de mon père. Je précise que cette église a été classée aux monuments historiques en 1946. Pour en revenir donc à Garibaldi, ses parents très pieux auraient souhaité qu'il devienne prêtre ou, à défaut, médecin. Mais l'enfant était plutôt allergique aux études et préférait les activités physiques et la vie en mer. Et il était, comme il se plaisait à le dire, plus ami des amusements que des études. Même si son père, qui était capitaine de la marine marchande, dans un premier temps s'oppose à sa vocation maritime, le petit Giuseppe tient bon et finit par le convaincre. Et tout en recevant des cours de son précepteur, le signor Arena, notamment des cours d'italien et d'histoire antique, qui feront naître chez lui une véritable fascination pour la Rome antique, il entamera son aventureuse carrière militaire qui le conduira partout dans le monde, d'abord comme simple mousse, et c'est à 18 ans qu'en 1825, il aura la grande joie de découvrir Rome, où il se rendra avec son père et une cargaison de vin destinée aux pèlerins venus assister au jubilé du pape Léon XII. Ce voyage à Rome est une révélation pour lui. Mais c'est aussi une déception, car il prend conscience que la Rome des papes est bien différente de celle qu'il imaginait, la grande Rome de l'Antiquité. Elle est exsangue, repliée sur elle-même, craintive et méfiante, et surtout minée par la corruption. Pendant de nombreuses années, Garibaldi sillonnera la Méditerranée,
affrontant tempêtes et pirates barbaresques. À 26 ans, il avait conquis le grade de second. Et puis, c'est à 26 ans aussi que sa vie allait prendre un nouveau sens, à la suite de la rencontre que j'évoquais précédemment avec Émile Barrault et sur laquelle il nous faut nous arrêter quelques instants. Garibaldi est à Marseille après 13 mois de navigation et il s'apprête à repartir pour Constantinople. Nous sommes en mars 1833 et voici qu'à l'équipage s'ajoutent 13 passagers français adeptes de Henri de Saint-Simon qui vont en exil dans la capitale ottomane. Leur chef est Émile Barrault, un professeur de rhétorique qui expose les idées saint-simoniennes à l'équipage. Garibaldi sait peu de choses sur Henri de Saint-Simon, si ce n'est que c'était un philosophe français mort il y a moins de 10 ans, qu'il avait fondé une sorte de religion nouvelle, et surtout que les membres de celle-ci avaient pris la défense du chemin de fer, un moyen nouveau de transport qui générait contre lui une animosité bien souvent non fondée. La plupart des savants s'opposaient au chemin de fer, suivant en cela le grand physicien Arago, qui professait « jamais le corps humain ne supportera de telle vitesse » et avait fini par convaincre les politiques, comme Adolphe Thiers, l'opposant le plus virulent au projet, qui rejetait Paulin Talabot, dont il ne voulait même pas examiner les dossiers, en hurlant un jour depuis son bureau ministériel « Au diable ce Talabot et son chemin de fer !» Paulin Talabot, le père du prestigieux PLM, Paris, Lyon, Marseille, et ses deux frères, Léon et Edmond, ainsi que de nombreux jeunes ingénieurs, étaient des fidèles de l'église saint-simonienne. En parlant longuement avec Barrault, Garibaldi apprit que les adeptes du philosophe prêchaient une doctrine idéale et socialiste. Il voulait notamment supprimer l'opposition entre patrons et ouvriers et en redistribuant à ces derniers les biens productifs. Le gouvernement de Louis-Philippe voyait bien sûr cette propagande d'un mauvais œil, et c'est pourquoi Barrault et ses compagnons s'étaient vus obligés de fuir la France. Garibaldi écoutait et observait ces hommes sans dissimuler sa surprise. Il avouera plus tard dans ses mémoires « J'avais peu entendu parler de la secte de Saint-Simon. Je savais seulement que ces hommes étaient les apôtres d'une religion nouvelle. » Barrault parlait avec passion du contenu social et politique du saint-simonisme, insistant sur le fait qu'il fallait absolument planifier pour créer des richesses et améliorer le niveau de vie de la classe ouvrière. Selon lui, il était donc du devoir des industriels et des philanthropes d'œuvrer à l'élévation matérielle et morale des prolétaires au nom de la morale et des sentiments. Notre mission, disait Barrault, est d'assurer à chacun une part égale au banquet de la vie, au plus grand comme au plus petit. Voilà un discours qui plaisait à Garibaldi, dont chacun s'accordait à dire parmi son équipage qu'il était d'une grande générosité. Une phrase le touche particulièrement. Un homme qui se faisait cosmopolite adopte l'humanité comme patrie et offre son épée et son sang à tous les peuples qui luttent contre la tyrannie. Il est plus qu'un soldat, c'est un héros. Cette phrase a été rapportée beaucoup plus tard par Garibaldi à Alexandre Dumas. Garibaldi s'interroge devant Barrault sur la fameuse appellation de nouveau christianisme concernant le saint-simonisme.
En fait, cette appellation, lui précise Barrault, repose essentiellement sur des considérations morales. Le culte et le dogme n'étant là que pour fixer l'attention des fidèles sur la morale axée sur la fraternité, sur le progrès matériel et spirituel de l'espèce humaine. Et Barrault de conclure que le nouveau christianisme a pour but l'accroissement du bien-être général de la société et de participer à l'avènement du paradis sur terre. Le cœur de Garibaldi se gonfla alors d'enthousiasme en pensant que ces hommes se sacrifiaient pour le triomphe de leurs idées. Il ressentit un sentiment qu'il ne connaissait pas jusqu'alors, un sentiment d'ivresse. Il apprit aussi que si l'Empire ottoman était le lieu choisi par beaucoup d'exilés politiques d'Europe, c'est parce qu'un frémissement de liberté, on ne pouvait pas encore parler de souffle, y était alors perceptible. Certaines provinces, comme l'Égypte, avaient acquis leur autonomie en 1805 grâce à Mehmet Ali, pendant que d'autres, comme la Grèce, ambitionnaient une indépendance totale. Tout cela contribuait à le convaincre que le monde était ou serait bientôt parcouru d'un grand mouvement de liberté. En attendant, Barrault allait parcourir l'Orient avec ses amis et coreligionnaires, disciples de Saint-Simon, dont Prosper Enfantin, dit le père Enfantin, qui établira plus tard à Ménilmontant une communauté du saint-simonisme, Félicien David et l'avocat Edmond Talabot, le frère de Paulin. À son retour, Barrault s'occupera plus spécialement de travaux politiques et historiques et il sera élu le 13 mai 1849 comme républicain modéré, représentant du peuple à l'Assemblée. Quant à Garibaldi, quelques mois plus tard, il entendit incidemment dans le port russe de Taganrog, sur la mer Noire, un Italien parler tout naturellement de l'Italie. Voilà qui avait de quoi surprendre, car l'Italie n'existait pas alors, si ce n'est comme une notion géographique. Ses plus belles provinces étaient occupées par l'Autriche, le reste étant divisé en petits royaumes, principautés, duchés. Et pourtant, il y avait dans la botte 20 millions de femmes et d'hommes qui parlaient la même langue. 20 millions de femmes et d'hommes qui étaient tous les héritiers de cette Rome éternelle, cette Rome illustre qui avait conquis et civilisé l'univers entier. Le matelot italien exposa et développa sa pensée simplement et sans fioriture devant Garibaldi. Ce qu'il disait semblait être une évidence. Il ajouta qu'il était l'un des 1000 qui avaient prêté serment à Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini. C'est la première fois que Garibaldi entendait prononcer ce nom. Qui était donc ce Mazzini qui croyait en la renaissance de la Rome éternelle, capitale d'une Italie une et indivisible? Docteur en droit, il était né à Gênes en 1805. Arrêté en 1830 pour appartenance à la charbonnerie ou carbonarisme, société secrète formée pour faire triompher les idées libérales, il sera enfermé au fort de Savone et initié à la franc-maçonnerie par Passano, également Carbonaro. Libéré en février 1831, il vint se réfugier à Marseille où il fondera la Jeune Italie, Giovine Italia, et un journal du même nom. Cette société avait pour objectif de réaliser l'unité de la péninsule et préconisait donc une révolution libératrice qui aboutirait à l'union de tous les Italiens et la transformation de l'Italie en une république démocratique unitaire. Comment ne pas s'enthousiasmer pour un tel projet?
Les pensées bouillonnaient dans la tête de Garibaldi, qui n'eut plus qu'une seule idée: rencontrer ce Mazzini et se mettre à son service et à celui de l'Italie libre et unie. Il avait découvert le double but de son existence: combattre pour la liberté et combattre pour unir l'Italie. Mazzini se trouvait à Marseille en ce mois d'octobre 1833, une année qui s'avéra déterminante dans la vie et la destinée de Garibaldi. Celui-ci s'y rendit aussitôt, et c'est donc dans la cité phocéenne, dont le passé glorieux, la réputation de ville rebelle et de ville d'accueil pour tous les réfugiés politiques et les proscrits d'Europe, et la chaleur de sa population enflammait le Niçois chaque fois qu'il s'y trouvait, qu'eut lieu cette rencontre, une rencontre décisive qui changea sa vie. Il est à noter que ces deux rencontres, avec Émile Barrault et avec Mazzini, à 8 mois seulement d'intervalle, deux rencontres qui orienteront les actions et les décisions futures de Garibaldi, se déroulèrent à Marseille, ville où le mot de liberté, plus que dans n'importe quelle autre ville, avait un vrai sens et une saveur particulière. La cité phocéenne n'était pourtant, à ce moment-là, guère conforme à sa réputation de ville rebelle et contestataire. Elle paraissait s'être parfaitement accommodée à la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, et le temps des révoltes semblait décidément bien passé. La majorité des élus locaux approuve le gouvernement qui maintient l'ordre, propice aux affaires et assure la stabilité. Cela se traduit politiquement par la longue durée des mandats préfectoraux et municipaux et le fait qu'en 18 années de règne de Louis-Philippe, 2 hommes seulement se succéderont à la mairie de la ville, Maximin Consolat et Élisée Rénard, qui mèneront une gestion prudente, se traduisant sur le terrain par une croissance urbaine modérée, en dépit de l'augmentation rapide de la population. L'ardente cité semble donc endormie dans une sorte de léthargie. En dépit de quelques initiatives urbanistiques, l'édification entre autres des beaux immeubles du boulevard Longchamp, les habitants continuent à s'entasser dans un espace restreint, particulièrement dans les rues de la vieille ville où le manque d'hygiène persistant favorise encore les épidémies, et ils semblent accepter leur sort avec résignation. Garibaldi et Mazzini se rencontrèrent très probablement dans la fameuse guinguette d'Arquier, située aux allées de Meilhan, et qui fut l'un des lieux de réunion préférés et souvent le quartier général des révolutionnaires en 1789 et 1792. Mazzini fit une grande impression à Garibaldi, bien qu'il n'était son aîné que de 2 ans, sans doute à cause de sa stature, de son regard pénétrant et de son air sinistre au premier contact. Mais au bout de quelques minutes, on se sentait bien plus à l'aise. Il devenait chaleureux et sa grande assurance était communicative. Le courant passa aussitôt, et Garibaldi fut admis parmi les frères de la jeune Italie et chargé de faire des recrues au sein de la marine. Il participa au coup de force qui, de Gênes, devait porter l'étincelle de la Révolution à travers toute l'Italie. Hélas, le complot ayant été découvert par la police, Garibaldi devint un proscrit qui risquait sa tête et fut sauvé d'extrême justesse par une femme. Cette femme s'appelait Thérésina. Elle l'aimait. D'abord parce qu'il était beau, très beau, et ensuite jeune et ardent. La police le talonnait quand il fit irruption chez elle. Les femmes, dira-t-il ingénument, sont des anges dans de telles situations.
Haletant, il lui avoua tout. La belle était mariée. Elle lui donna sur le champ les vêtements de son mari, et tout en l'enveloppant d'un regard de tendresse violente, elle lui dit: Que Dieu te soit en aide. On ne te reconnaîtra plus ainsi, mais attends encore un peu. Elle prit son chapeau, le remplit de pain et de fromage, et lui dit d'un ton impératif: Et maintenant, pars. Cette année s'était écoulée depuis. 7 années déjà. 7 longues années d'aventures, de rires et de larmes. 7 années exaltantes. En regardant la côte de Santa Catarina, l'homme à la chemise rouge et au poncho écarlate revivait ces moments forts qu'il n'oublierait jamais. Il racontera plus tard qu'un second ange le prit ensuite en charge, puis un troisième. Giuseppe était en amour décidément un homme comblé. Il put franchir la frontière française et il se retrouva à nouveau à Marseille, cette ville qui avait su conquérir son cœur. Mais en arrivant dans la cité phocéenne, il lut dans un journal qu'il avait été condamné à mort par contumace. Il devait fuir la France, fuir l'Italie, fuir la vieille Europe où les révolutionnaires étaient pourchassés. Beaucoup d'Italiens vivaient en Amérique du Nord et du Sud, et Garibaldi décida donc de les rejoindre. Il fut accueilli en héros par ses frères, et comme il fallait bien vivre, avec Rossetti, un Génois exilé lui aussi pour mener révolutionnaire, il se mit à naviguer, à faire du cabotage, jusqu'au jour où il apprit une grande nouvelle. La province de Rio Grande do Sul s'érigeait en république et luttait pour arracher son indépendance au Brésil. Garibaldi et Rossetti vibrèrent aussitôt. Comme le souligne fort justement Paul Frischhauser, l'un des biographes de Garibaldi, par persuasion réciproque, ils étaient convenus qu'à défaut de pouvoir agir pour l'Italie, ils devaient entreprendre quelque chose pour la Révolution. Toutes les idées de libération des peuples et des contrées opprimées que Garibaldi devait aux Saint-Simoniens furent reprises par les deux amis. Point d'hésitation, ils serviraient la cause de Rio Grande do Sul. Le président de la nouvelle République accepta leur offre aussitôt, et il fut décidé qu'ils armeraient la flotte de la République. Flotte est un bien grand mot, car il ne s'agissait en fait que de quelques barques. L'aventure allait commencer, avec tout ce qu'il faut de péripéties, de combats, de drames et de joie. Garibaldi sera fait prisonnier, s'évadera, sera repris, se sauvera à nouveau sur un cheval au galop, les mains liées derrière le dos, les jambes attachées sous la selle. Il sera plusieurs fois blessé, recevra un jour une balle dans le cou, et pendant 8 jours luttera contre la mort. Et j'en passe, et de meilleurs. Une autre fois, il sera suspendu 2 heures par les poignets, puis jeté dans un cachot. Là, il pensera vraiment qu'il ne reverra plus la lumière du jour. Mais c'est une femme encore, qui vint au secours de cet homme douloureux et misérable. Elle s'appelait la signora Allemand. Elle était aussi, écrira Garibaldi, un ange. Elle supplia d'être autorisée à pénétrer dans la prison. Elle y parvint. Elle soigna les blessures de Giuseppe. Grâce à cette douce bienfaitrice, je ne manquerai de rien dans ma geôle, écrira le prisonnier, qui retrouva peu à peu des formes et sa volonté de s'en sortir. Et puis enfin, ce fut la liberté. Garibaldi reprit le commandement de la flotte du Rio Grande.
cette fois avec 3 bateaux, si vieux qu'il fallait que le ciel soit avec lui pour qu'il ne coule pas. Non seulement ils ne coulèrent pas, mais ils harcelèrent les navires ennemis. Garibaldi s'empara même d'un bateau garni de blé en abondance. Puis, de retour à terre, il galopa à travers les vallées et les montagnes. Forêts vierges et pampas, Indiens et gauchos, fleuves immenses, troupeaux de bœufs, animaux sauvages, toutes ces images se graveront dans sa tête. Et ce fut, affirmera-t-il, l'époque de ma vie qui est la plus présente à ma pensée et l'est surtout avec plus de charme. Après de brèves haltes de paix tranquille, des moments furtifs de bonheur serein, on reprenait la mer et l'aventure se poursuivait. Une tempête redoutable et soudaine s'abattit un jour sur la petite flotte. Garibaldi fut balayé avec presque tous ses hommes. Il nageait dans les tourbillons. Garibaldi tentait de secourir les uns et les autres. Il plongera plusieurs fois pour retrouver son ami Moutrou qui se noyait. En vain. Une poignée d'hommes seulement parvint à regagner le rivage proche. De tous les amis de jeunesse de Giuseppe, de tous ces Italiens qu'il avait rejoints, comme le fer rejoint l'aimant, de tout cela, aucun ne survécut. Et le voilà donc maintenant devant Santa Catarina. Toutes ces images repassant dans sa tête, toutes ces joies, mais aussi ces chagrins, ces moments de doute vite dissipés, et surtout cette envie de continuer de lutter pour la liberté. Je parlais tout à l'heure d'ivresse de la liberté. Puis, soudain, comme il continuait d'inspecter la côte tout en égrénant ses souvenirs, son regard se fixa sur un point. Il prit ses jumelles pour mieux voir. Et alors, une image inattendue apparut dans le double cercle de sa vision. C'était une jeune femme, sur une colline. Il distinguait maintenant plus nettement sa frêle et noble apparence. Oh, quelle mince et jolie tournure! Quelle admirable silhouette! L'Italien était toujours aussi prompt à s'enflammer. Il fit mettre une barque à la mer, se fit conduire à terre sans perdre un instant. Il foula le sable fin de la plage et courut vers la colline. La jeune femme avait disparu. Avait-il rêvé? Il songea sans doute que Santa Catarina était appelée l'île de la magie. Avait-il été victime de quelque phénomène de magie? Quoi qu'il en soit, il entreprit de parcourir cette île paradisiaque avec quelques hommes et reçut un accueil chaleureux de la population. Un habitant du village l'invita à entrer chez lui, prendre le café traditionnel. Il accepta, entra et se trouva nez à nez avec la jeune fille, la jeune femme, qui lui était apparue comme par magie et avait fait battre plus vite son cœur. Il resta interdit un long moment, subjugué par la beauté de la jeune femme, puis, ignorant le portugais, il bredouilla un compliment en italien. Elle en comprit le sens, si elle n'en saisit pas les termes. Elle le regarda à son tour, subjugué, et il la regardait. L'un des nôtres ressentait l'étrange impression de se connaître depuis longtemps, voire même de se connaître depuis toujours. Tous deux cherchaient dans les traits de l'autre un souvenir. Elle avait des yeux sombres, magnifiques, une longue et belle chevelure noire, un visage ovale d'une absolue perfection. Elle s'appelait Anita.
je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'à la cour impérieuse de Giuseppe Garibaldi, Anita ne sut pas résister. Pourquoi eût-elle d'ailleurs résisté? À ceux qui en douteraient, le coup de foudre existe. Il suffit de lire l'étonnante histoire d'amour d'Anita et de Giuseppe pour en être convaincu. Ainsi s'écoula l'été. L'été le plus merveilleux de leur vie. Quand, à la fin d'octobre, le bateau de Garibaldi leva l'ancre, une femme était à bord, serrée étroitement entre les bras du capitaine qui s'écria « Anita, désormais compagne de ma vie et par conséquent de tous mes dangers, avait absolument voulu s'embarquer avec moi. Tous mes dangers. » Garibaldi se montrait lucide. Comment pouvait-il d'ailleurs en être autrement avec lui? Et les combats reprirent, sur mer, mais aussi sur terre. Au milieu des rafales, de balles et des boulets, Anita, toujours, était là, à ses côtés. Son courage et son dévouement soulevaient l'admiration de tous. Elle soignait les blessés, réconfortait les mourants. À terre, elle galopait auprès de lui, sa longue chevelure flottant au vent. Elle était devenue le symbole de l'abnégation et de la vaillance. Mais un jour, elle fut faite prisonnière. Elle était enceinte et affaiblie. Pourtant, sa volonté et sa détermination restaient intactes et elle parvint à s'évader, bondit sur un cheval et s'enfonça dans la forêt vierge. À la nage, tenant son cheval par la bride, elle franchit le fleuve Canoa, large comme un bras de mer. 4 jours plus tard, elle retrouvait Garibaldi. Dans ses bras qui tremblaient, elle confia son secret. Elle allait être mère. Garibaldi ne put retenir ses larmes. Et ces hommes qui l'entouraient, et dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils n'étaient guère des âmes sensibles, pleurèrent à leur tour, tout en chantant et en riant. Quelques mois après, dans une masure perdue et solitaire, Anita accoucha d'un garçon, aux yeux d'azur comme son père. Un garçon qu'il prénomma Menotti, du nom d'un martyr de l'indépendance italienne. Puis, il partit pour l'Uruguay, comblé des remerciements enthousiastes des citoyens de Rio Grande. Ce qu'il cherchait, désormais, c'était à soustraire sa femme et son petit enfant au péril de la guerre, car désormais, il se sentait responsable de leur sécurité. Ce petit pays, l'Uruguay, coincé entre le Brésil, l'Atlantique et l'Argentine, indépendant en 1814, puis soumis au Brésil en 1821, avait conquis sa liberté par les armes et semblait alors un havre de paix dans ce continent sud-américain en perpétuelle ébullition. Mais hélas, quelques jours seulement après l'arrivée de Garibaldi et de sa petite famille à Canelones, non loin de Montevideo, la capitale, l'Uruguay était attaqué par l'Argentine. Sans hésiter, Garibaldi forma une légion italienne pour soutenir le président uruguayen, le général Fructuoso Rivera. En plus de son activité révolutionnaire, et pour pouvoir nourrir sa famille, il commença à donner des cours de mathématiques à Montevideo. Très vite, la légion italienne se couvrit de gloire, mais ce que Garibaldi ignorait, c'est que les journaux européens consacraient de plus en plus longs articles à ses exploits. Certains journalistes, notamment allemands et français, suivaient discrètement sur place le déroulement des opérations militaires. Parmi eux, j'ai retrouvé un Marseillais, Maurice Alezard, qui était le frère ou le cousin
du poète Auguste Alezard, auteur notamment dans les années 1850 de poèmes et de scènes en provençal évoquant la grande précarité d'une partie des Marseillais. Il semblerait que Maurice Alezard, s'approchant de trop près des combattants, tomba sous les balles de soldats argentins. En Europe, bientôt, Garibaldi devint célèbre, d'autant plus que dans de nombreux pays, l'agitation politique et sociale ébranlait les régimes en place. En France, la Révolution de 1848 chasse Louis-Philippe et la République est proclamée. Elle éclate aussi en Italie, et Mazzini en informe aussitôt Garibaldi en lui demandant de rentrer au plus tôt. Lorsque son navire, la Speranza, entra dans le port de Nice, quelle ne fut pas la surprise de Garibaldi de voir une foule compacte en liesse l'acclamer d'une seule et même voix. « Vive Garibaldi! Vive la Légion italienne !» Quelques instants plus tard, il débarquait avec Anita, ses 3 enfants, 2 autres étaient nés après Menotti, et ses compagnons, toujours vêtus de la chemise rouge d'Amérique, qui deviendra bientôt un symbole. Il tomba aussitôt dans les bras de sa vieille mère, qui tremblait de joie. L'accueil fantastique de sa ville natale le bouleversa, et il prit conscience de l'espoir qu'il suscitait au moment où partout en Europe les peuples secouaient la tyrannie. Partout en Europe flottait le drapeau de la liberté. Cette année 1848 allait être décisive pour les Italiens. Il en était persuadé. Les Napolitains venaient de se soulever, Venise et Milan chassaient les Autrichiens, et le roi du Piémont, Charles Albert, se préparait à attaquer l'Autriche. Il se proposa donc comme volontaire auprès de celui-ci, et quelques jours après eut lieu une rencontre que je pourrais presque qualifier de surréaliste, entre le roi et l'aventurier que le Piémont, 14 ans plus tôt, avait condamné à mort. Les 2 hommes se serrèrent la main avec émotion. Ils poursuivaient le même but, chasser les Autrichiens haïs. Toutefois, l'ennemi était de taille, et la petite armée piémontaise ne faisait pas le poids face aux Autrichiens plus nombreux et bien armés. Elle fut vite écrasée. Mais Garibaldi voulut continuer le combat, et avec ses volontaires, il prit la montagne, résolu à harceler l'ennemi en portant bien haut son étendard sur lequel on lisait « Dieu et le peuple ». Un jour vint cependant où il se retrouva avec autour de lui qu'une poignée d'hommes, et il dut se réfugier, se résigner et se réfugier en Suisse. Naples avait été reprise. La Lombardie et Venise se retrouvaient à nouveau sous le joug autrichien. Restait Rome. Rome, l'éternel. Le pape Pie IX, qui, bien que considéré comme libéral, régnait en despote, usant et abusant de son pouvoir temporel, avait refusé de prendre la tête du mouvement unitaire italien et avait fini par être chassé sans autre forme de procès, et la République avait été proclamée. Cette République, dirigée par un triumvirat, avec Mazzini, Carlo Armellini et Aurelio Saffi, apparaissait comme une lueur d'espérance pour beaucoup. Garibaldi, profondément catholique, mais qui considérait que le pape devait se contenter de régner sur les âmes des catholiques, se mit à rêver, à nouveau, à Rome, devenue la capitale d'une future Italie unifiée. Aussi décida-t-il de partir avec quelques volontaires pour la ville éternelle, où il fut accueilli par la population en véritable héros. Le peuple voulut le porter en triomphe au Capitole, mais il refusa et se rendit sous les acclamations à l'Assemblée constituante. Là,
Il surprit les députés en redingote en se montrant toujours vêtu de sa chemise rouge et de son poncho. C'était la liesse à Rome. Mais elle fut de courte durée, car Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française et futur Napoléon III, qui devait son pouvoir en partie à l'Église, fut contraint, pour satisfaire les catholiques de France, de s'engager à rétablir le pape dans son pouvoir temporel. Et il envoya pour cela un corps expéditionnaire sous le commandement du maréchal Oudinot. Garibaldi, nommé général de brigade de la République romaine, se vit contraint de marcher contre les soldats français d'Oudinot. Le cœur brisé, car il considérait la France comme sa seconde patrie, il allait néanmoins les combattre avec vaillance, toujours accompagné d'Anita. Mais, au fil des jours, des obus et des bombes qui tombaient sur eux, ces hommes, souvent des fidèles de la première heure, étaient décimés, et la Légion fondait comme peau de chagrin. La résistance s'avéra inutile, et il dut quitter Rome et traverser à pied les Apennins. Brûlés de soleil le jour, grelottant de froid la nuit, les malheureux survivants devaient se soumettre également aux Autrichiens qui, tout en reconnaissant l'initiative et l'énergie de Garibaldi, l'avaient qualifié de chef de bande, Banderführer. Anita suivait toujours, mais son état de santé se dégradait de plus en plus. À Saint-Marin, il s'efforça de s'embarquer avec les débris de sa légion sur des petits bateaux, mais la flotte autrichienne le surprit. Commença alors la plus effroyable des chasses à l'homme. Quelques jours après, Bonnet, un agent de Mazzini, vit arriver, à travers les buissons, marchant dans l'eau jusqu'à mi-corps et portant dans ses bras une femme, un homme barbu et épuisé, qui eut bien du mal à reconnaître. C'était Giuseppe et Anita. Dans la maison de la famille de Bonnet, l'état de la jeune femme devint alarmant. Bonnet insista. Il s'occuperait d'elle, mais lui devait fuir, seul, sans tarder. Mais le rude aventurier ne pouvait s'y résoudre, et Anita le suppliait de ne pas la laisser. Vous ne pouvez savoir quel grand service cette femme m'a rendu, combien d'affection elle m'a témoigné. Je lui dois infiniment d'amour et de reconnaissance. Permettez, je vous en prie, permettez qu'elle me suive. On coucha alors Anita sur un chariot, et lentement, péniblement, on se remit en route, sous un soleil toujours brûlant. Elle s'efforçait de garder le sourire, mais elle ne pouvait plus parler. Un moment pourtant, elle murmura distinctement: Giuseppe, les enfants. Puis, elle se tut. Le rapport officiel relate que Garibaldi, dès qu'il eut constaté qu'Anita avait cessé de vivre, frappé par ce coup du sort, avait été glacé par un chagrin indicible. Puis il avait éclaté en d'amers sanglots, et bien que les consolations des assistants s'étaient montrées vaines. Qu'est devenu le fier aventurier d'antan? C'est maintenant un homme brisé, un homme qui avait sauvé sa peau et qui n'était pas parti avec Anita à cause des enfants, mais à qui les acclamations faisaient mal à présent. Ses espoirs étaient morts avec cette femme qu'il avait tant aimée.
Il se retira alors dans un domaine agricole qu'il avait acheté autrefois, sur l'île de Caprera, située sur la côte nord-est de la Sardaigne et qui lui rappelait l'île Santa Catarina. Il exploita paisiblement en simple paysan et vivra avec ses enfants et quelques amis dans le souvenir du passé. Était-ce la fin de l'histoire? Le penser serait mal connaître les ressources cachées de cet homme exceptionnel. Les années passèrent. Une jeune servante, Baptistina, était à la longue devenue sa maîtresse. Elle administrait fort bien le ménage et lui vouait une admiration sans borne. Il semblait avoir oublié le monde, mais le monde ne l'avait pas oublié et gardait les yeux fixés sur l'île de Caprera. Partout, on écrivait son histoire, son extraordinaire destinée, sa prestigieuse silhouette popularisée par la gravure construisait sa légende de son vivant, tout en faisant battre les cœurs féminins. Une veuve anglaise, jeune, belle et riche, Madame Robert, voulut l'épouser et l'enleva littéralement. Mais en Angleterre, il se trouva vite dépaysé dans le luxe qui l'entourait et il repartit dans son île. Comme il avait toujours le tempérament chaud, il s'est pris d'une romancière allemande. Cette fois-ci, ce fut lui le demandeur. Elle accepta l'aventure, mais elle éluda le mariage. Ainsi, les amours succédaient-ils aux amours. Ainsi, les femmes, comme vous pouvez le constater, ont toujours occupé une place considérable dans la vie et dans le cœur de Garibaldi. Elles furent également très présentes dans celle et dans celui de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était devenu en 1851, à la suite d'un coup d'État, empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Camille Cavour, ministre du roi du Piémont, qui souhaitait l'intervention de la France en Italie pour combattre l'Autriche, ne l'ignorait certainement pas, puisqu'il chargea une très jolie femme, sa propre cousine, la comtesse Virginia de Castiglione, d'une mission extraordinaire auprès de l'empereur. Celle-ci devait donc convaincre Napoléon III de s'engager dans la grande cause de l'unité italienne. Réussissez par n'importe quel moyen, lui dit Cavour. Et la comtesse réussira parfaitement sa mission, puisque Napoléon III s'enflamma à la fois pour l'Italie et pour celle qui passait pour la plus belle femme d'Europe et qui devint très vite sa maîtresse. Le 31 juillet 1858, l'entrevue de Plombières entre Napoléon III et Cavour scella l'alliance entre la France et le royaume du Piémont. En contrepartie de son intervention contre l'Autriche, la France obtiendrait le comté de Nice et le duché de Savoie. En avril de l'année suivante, la guerre était déclenchée contre l'Empire d'Autriche. Dès qu'il apprit que Napoléon III allait attaquer l'Autriche pour libérer l'Italie du Nord, Garibaldi éclata de joie et aussitôt sortit de sa tanière, et le vieux lutteur courut au combat. Le roi Victor Emmanuel l'accueillit cordialement. Il savait que l'Italie pouvait toujours compter sur Garibaldi. Quoiqu'il eût plus de 50 ans et que ses rhumatismes le fissent beaucoup souffrir, il partit se mettre à la tête des chasseurs allemands. Cette fois, il était vraiment général, et général nommé par un roi. Après ses victoires de Magenta puis de Solferino, Napoléon III accorda aux Autrichiens l'armistice qu'ils sollicitaient.
Victor Emmanuel y gagnait la Lombardie. Les Piémontais trouvèrent qu'on aurait bien dû continuer la guerre, et certains en voulurent un peu à Napoléon III de n'avoir pas marché jusqu'à Venise. Ce n'était pas le cas de Garibaldi, qui comprit que le principal était que l'élan fût donné. Au bout du chemin, il y avait l'unité de l'Italie. Il publia une proclamation pour remercier Napoléon III dans les termes les plus chaleureux et les braves Français qui avaient versé leur sang pour la cause italienne. L'avenir proche allait lui donner raison, puisque, peu à peu, les provinces et les petits États tombèrent comme des fruits mûrs dans le panier du roi du Piémont. Il ne resta bientôt que 2 bastions irréductibles, les États du pape et le royaume de Naples. Et c'est ainsi que s'engagea l'une des plus singulières opérations militaires de l'histoire. 1000 hommes déterminés, un soir de 1860, s'embarquèrent à Quarto, dans la plus grande discrétion, pour s'emparer de la Sicile et y dresser le drapeau de la liberté en chassant les troupes bourboniennes qui comptaient 40 000 hommes, 100 canons et un matériel de guerre considérable. Les assaillants étaient sûrs de leur succès, et en particulier leur chef Garibaldi, qui avait retrouvé la vigueur de ses 20 ans. La campagne de Sicile est assurément l'une des plus belles et des plus audacieuses de Garibaldi. Il manifesta des qualités stratégiques indéniables et des talents exceptionnels de propagandiste auprès des populations. Et durant 20 jours, ce fut un rêve. Son apparition dans les villages, avec ses longs cheveux, sa barbe immense, sa chemise rouge et son poncho, faisait l'effet d'un miracle, et on l'acclamait partout. Sans verser le sang inutilement, presque avec douceur, surtout par la ruse, la garnison de Garibaldi entra à Palerme. Alexandre Dumas, accourut pour voir des prodiges, ne fut pas déçu. « Tout est improvisé, écrira-t-il. Tout est inédit et n'a jamais encore été fait. La force primitive de Garibaldi suit toujours des sentiers inconnus et il élabore sans cesse de nouveaux plans. » Après la dernière grande bataille qui opposa Garibaldiens et Bourboniens, Dumas câbla. « Grande bataille, grande victoire. Toute l'armée napolitaine fait sa retraite à Milazzo, talonnée par les volontaires. » La Sicile était conquise. Il restait à s'emparer de Naples. Garibaldi franchit le détroit. Devant lui, les soldats bourboniens fondaient comme neige au soleil. Les Napolitains s'enfuyaient en voyant les chemises rouges. Pour eux, le diable s'appelait Garibaldi. Le 7 septembre, l'un des plus étonnants aventuriers du siècle entrait dans Naples, rejoint bientôt par Victor Emmanuel, et les 2 hommes parcoururent la ville dans la même calèche, sous les acclamations de la foule, et il faut bien dire que l'on entendait bien davantage « Vive Garibaldi » que « Vive le roi ». Le soir même, le général Cialdini s'annonça chez Garibaldi. Il venait lui remettre au nom du roi le brevet de général d'armée et lui faire savoir qu'il était nommé prince de Calatafimi, décoré de l'ordre de l'Annonciade avec le titre de cousin du roi. Du surcroît, on lui offrait une dot pour sa fille et le poste d'aide de camp de sa majesté pour son fils. Garibaldi écouta, sans mot dire, puis remercia poliment et refusa tout. Jusqu'à la fin, celui qui fut sans doute le dernier condottiere refusa tous les honneurs et tous les titres. Il repartit, comme il était venu, et rejoignit son île de Caprera, portant quelques sacs sur le dos, des grains pour ses champs,
du café et du sucre pour les siens. Quelque temps plus tard, on apprit une nouvelle étonnante. Garibaldi venait de se remarier avec une jeune fille de 18 ans, alors qu'il en avait 52, la fille du marquis Raimondi, qui était très belle et dont il était tombé follement amoureux. Mais, comme, radieux, il quittait l'église au bras de sa jeune femme, acclamée par la foule, il vit soudain l'un de ses légionnaires en chemise rouge fendre les rangs de l'assistance et lui remettre une lettre. Il la décacheta, la lut, blêmit, et se tourna vers sa femme en lui tendant la lettre. « Est-ce vrai ?» hurla-t-il. Elle baissa la tête en signe d'acquiescement. « Garce !» cria-t-il. Il était écarlate de colère et la menaça d'une chaise, mais elle restait impassible. Alors, pour ne pas commettre un geste de violence, il préféra s'enfuir en rugissant comme une bête blessée. Il ne la revit jamais. Que contenait cette lettre? Elle révélait que la marquise Raimondi était enceinte lorsqu'elle épousa Garibaldi. Enceinte d'un autre. Rome finira par tomber aux mains de Victor Emmanuel en 1870 sans que Garibaldi eût à intervenir. Le rêve de son existence entière était réalisé, l'Italie était unie, l'Italie reconstituée avec Rome comme capitale. Mais la France, sa seconde patrie, la France qui avait hâté en 1859 la libération de l'Italie, était à présent menacée. Napoléon III l'avait engagée dans la guerre la plus stupide de son histoire, contre l'Allemagne de Bismarck. Aussitôt, il mit son épée au service de la France. Avec ses deux fils, Ricciotti et Menotti, à la tête de 10 000 tirailleurs français de l'armée des Vosges, il remporta une brillante victoire à Dijon, et ce sont plus de 20 000 volontaires italiens qui, à sa demande, volèrent au secours de la France. Le 7 octobre 1870, Garibaldi, toujours aussi fringant, arrive à Marseille. Une ville qu'il a toujours appréciée, comme on l'a vu, parce que, comme lui, elle a toujours aimé la liberté et s'est battue pour l'obtenir. Le gouvernement de Léon Gambetta voulait le remercier officiellement de son soutien, et c'est à bord du Ville de Paris, venant de Bonifacio, en Corse, que le grand patriote italien entra dans la rade de Marseille à 22 heures. Ce soir-là, la nuit ne fut pas comme les autres, écrira Gaston Crémieux, futur héros de la commune de Marseille, fusillé dans les jardins du palais du Pharaon. Il y avait là un magnifique coucher du soleil éclairant l'horizon. Des nuages fantastiques entraient dans l'espace, des lueurs rougeâtres illuminaient le ciel et la mer, unis comme une lame de métal. On eût dit un tableau de bataille. La nature ajoutait à la grandeur du spectacle. La foule, venue l'acclamer, est considérable et se presse sur son passage du port de la Joliette à la préfecture. Toutes les fenêtres sont garnies de lampions et la canebière noire de monde est illuminée comme en plein jour. Les chants patriotiques se mêlent au roulement des tambours. On assiste à une fête extraordinaire où Garibaldi, ému aux larmes, n'en croit pas ses yeux. Dans cette ville où il eut la révélation de son destin et où débuta son extraordinaire épopée, c'est pour lui l'apothéose et la suprême récompense de tant d'années de combat à travers le monde pour la liberté. À
À mesure qu'il avance dans cette foule enflammée, escorté par une double haie de gardes nationaux, l'enthousiasme des Marseillais pour le général italien s'amplifie et tourne au délire. Les cris de Vive la République! Vive la République universelle! Et surtout ceux de Vive Garibaldi! Fusent de toutes parts. Les femmes veulent lui sauter au cou et l'embrasser. L'une d'entre elles, ayant réussi à rompre les cordons de sécurité, tend son bébé au père de l'unité italienne en criant Battizalou! Battizalou! Garibaldi, surpris, interroge Crémieux afin de savoir ce que veut cette femme. Elle veut que vous baptisiez son enfant, répond celui-ci. Le général tend alors la main vers le petit garçon et dit « Je te baptise républicain ». À ces mots, la foule applaudit à tout rompre. Toute la nuit, les Marseillais en liesse feront la fête et célébreront le héros de la liberté des peuples et la République universelle. Voici ce qu'écrivit le lendemain dans le journal L'Égalité Gaston Crémieux, commentant la venue de Garibaldi à Marseille et l'effervescence qu'elle suscita. Le gouvernement impérial avait isolé la France au milieu de l'Europe et fait le vide autour d'elle. La bande bonapartiste avait déclaré la guerre pour dissimuler l'énorme déficit des finances publiques. Les événements qui se sont produits depuis le 4 septembre n'ont rien modifié à la situation. Garibaldi débarque à Marseille, et cet homme, ce vieillard, à lui seul imprime tout à coup à la lutte que nous soutenons un nouveau caractère. Le gouvernement impérial avait suscité une guerre injuste. La France républicaine, obligée d'abord de se défendre pour ne pas laisser périr sa généreuse nationalité, reprend maintenant l'offensive de la Révolution, intéressant l'humanité tout entière. Tous ceux qui veulent donner au peuple le pouvoir de se gouverner eux-mêmes, tous sentent qu'en combattant pour nous, ils combattent pour la démocratie universelle. L'humanité, sortie d'une même origine, marche vers un but commun. Seuls les rois font obstacle à la fédération des peuples. Garibaldi s'est mis à la tête des peuples. Il est devenu humanitaire. Tous ceux qui seront dignes de porter le nom d'homme seront avec lui et avec nous. Garibaldi ne passa qu'une nuit à Marseille. Le lendemain, il devait prendre le train spécialement mis à sa disposition par le gouvernement pour se rendre à Tours où le ministre Lé Bizouin l'avait personnellement invité, mais l'accueil fut moins chaleureux qu'à Marseille. Certains membres du gouvernement, craignant que sa présence ne nuise aux bonnes relations que la France entretenait avec l'Italie et l'Autriche. Garibaldi s'en rendit compte aussitôt et ne quitta guère sa chambre d'hôtel, ne voulant voir personne, à l'exception du ministre qui l'avait invité et pour lequel il avait une grande estime. L'invitation tourna court et Garibaldi repartit 2 jours après pour son île, avec le sentiment d'avoir fait ce déplacement pour rien. En revanche, il ne regrettait pas son passage à Marseille et adressera ses plus vifs remerciements aux autorités de la ville et à Gaston Crémieux pour cet accueil dont il gardera un souvenir inoubliable. En février 1871, Garibaldi sera élu sur les listes de l'Union républicaine, sans avoir été candidat, à l'Assemblée nationale française comme député de la Côte d'Or, de Paris, d'Alger et de Nice, sa ville natale qui le sollicitait. À Paris, il arriva en 4e position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Il déclina pourtant tous ses mandats, blessé par l'accueil de la nouvelle majorité monarchiste à la Chambre, ce qui entraîna la démission de Victor Hugo de son propre mandat en signe de soutien. Le 24 mars, les insurgés de la Commune de Paris feront appel à Garibaldi pour prendre leur tête. Mais le vieil
héros malade, déclinera la proposition. En 1876, sans grande ressource, lui qui avait toujours tout refusé, finira par accepter une pension de l'État italien. À 73 ans, en 1880, à la surprise générale, Garibaldi épousa Francesca Armosino, une piémontaise d'origine humble et sa compagne depuis 14 ans, avec qui il avait eu 3 enfants, dont Rosita, morte en bas âge. Le pape Léon XIII, qui avait succédé à Pie IX et qui était bien plus ouvert que son prédécesseur sur le monde moderne, avait accepté de dissoudre son mariage non consommé avec la marquise Raimondi. La dernière campagne du vieux combattant sera politique et concernera le droit de vote pour lequel il engagera son immense prestige. Le 2 juin 1882, alité depuis longtemps, il vit 2 pinsons se poser sur le balcon de sa chambre. « Ne les chassez pas, dit-il. Peut-être sont-ce les âmes des morts qui viennent me rendre visite avant que je ne meure. » Francesca ne les chassa pas. Quand ils s'envolèrent, il ferma les yeux. Il était mort. Dans son testament, dont une copie est exposée dans la maison musée sur l'île de Caprera, il avait inséré cette phrase. « Je lègue mon amour pour la liberté et la vérité, ma haine du mensonge et de la tyrannie. » Je vous remercie.